Dans cet épisode, on va se demander ce qui se passe quand les RH paniquent face aux projets digitaux. Les fameux projets SIRH qui sont souvent source de stress et de surcharge de travail pour les RH. Pour répondre à cette problématique, j'ai invité 3 experts. Jonathan Goldfarb, responsable du développement RH chez Synergie, Thierry Bobineau, directeur marketing d'Euroquartz, et Philippe Ferry, PDG d'Acton, spécialiste du conseil SIRH. Venez avec moi, on va les rencontrer. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors quelques questions autour de ce sujet, projet SIRH. Première question que j'avais envie de poser, classiquement, comment on rate pas le coche d'un projet SIRH, Thierry? Alors, comment on rate pas le coche, ça va nous occuper, je pense, tout cet échange. Mais ce que je voudrais dire d'abord, pour rebondir sur l'intitulé du jour, c'est qu'effectivement, dans les projets de SIRH, on constate quand même souvent qu'il y a des dérives. Des dérives dans les projets, des dérives dans les objectifs atteints, des dérives dans les budgets. C'est quelque chose d'assez récurrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres domaines. Il y a également des risques de dérive sur des projets de RP. Mais malgré tout, dans le domaine du SIRH, ces surprises sur les projets sont assez récurrentes. Donc je pense qu'on va peut-être échanger sur ces surprises qui font qu'on arrive à ce genre de situation. Et je pense que mes voisins seront assez d'accord pour faire ce constat, c'est qu'on a des dérives qui semblent importantes dans ce domaine du SIRH par rapport à d'autres métiers, je pense notamment aux ERP. Au CRM, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de surprise, mais il y en a qui sont spécifiques à mon avis à ce métier. Jonathan? Oui, effectivement, c'est une vaste question, mais moi je dirais avant tout, on ne le fait pas seul, parce que je pense que c'est hyper important. Les RH ne sont pas des experts projet ni des experts IT, même s'ils font du projet. Un projet SIRH, ça n'a rien à voir avec un projet classique ou un POC d'une solution quelconque. C'est vraiment à préparer, à anticiper, à travailler bien en amont et surtout à être accompagné pour le faire. Ça tombe bien, Philippe. Moi, je pense que j'ai pas non plus la vision de tous les autres directions fonctionnelles, mais je pense que la RH, c'est vraiment spécifique. On rate le coche justement parce qu'on ne le voit pas venir, mais c'est pas stratégique dans le cœur de métier de l'entreprise, mais c'est hyper sensible. Et bien souvent, on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont. Et quand on se réveille, c'est trop tard. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie spécificité sur les projets SIRH. Jonathan, pourquoi les projets SIRH ont en général si mauvaise réputation auprès des équipes RH? Parce que déjà, je pense que pour mener un projet SIRH, il faut l'avoir mûri, bien anticipé et surtout, ça demande des compétences en gestion de projet qui sont au-delà de la compétence classique qu'on peut trouver dans les ressources humaines. C'est beaucoup d'argent. C'est aussi beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps homme surtout. Et on y est assez rarement préparé. Et puis également, en fait, comme c'est complexe parce que ça revêt un certain nombre parfois toutes les situations RH, avec les modules en quelque sorte, un projet SIRH ne ressemble pas à un autre projet SIRH puisqu'il dépend de l'entreprise, dépend du contexte, des process. Donc c'est assez atypique finalement comme gestion de projet. Ça fait peur au point de se faire virer? Pas très loin, ouais. J'ai eu des expériences où il n'y a pas si longtemps que ça, je n'étais pas très serein, on va dire, dans les débuts du projet, complètement. Philippe, est-ce que toi tu constates que les interlocuteurs RH des fois sont un peu sur la défensive dans le cadre des projets? Oui, ils sont sur la défensive, c'est comme disait Jonathan, souvent on n'a rien à gagner, on a tout à perdre. C'est-à-dire que réussir un projet SIRH, ça va être normal. Alors que si ça décale ou si ça ne marche pas, les conséquences d'une paye qui ne marche pas ou d'une dérive financière, donc il y a beaucoup de risques. Mais après, c'est comme tout projet, je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on craint le projet. Comme direction fonctionnelle, on a un boulot à plein temps, puis on se prend de la surcharge parce que les fonctions métiers sont très impliquées dans les projets SIRH. Et souvent, on ne prévoit pas le renfort qui va bien. Ça, c'est hyper classique. Et de mon expérience, il y a une plainte énorme là-dessus. Et une crainte. Et puis, projet RH, ça veut dire refaire les process qui touchent les RH, qui touchent tout le monde.
Et derrière, on sait très bien qu'on se prend de la refonte ou de la réorg. Et ça, la résistance au changement. Thierry, ton avis sur cette population RH face au projet? Alors, la difficulté qui se pose, et sans porter de jugement sur la fonction RH, c'est qu'on a affaire à des projets qui sont très complexes. En fait, dans le domaine RH, et cette complexité n'est pas toujours correctement évaluée. Elle est complexe d'une fait d'une complication administrative phénoménale en France, probablement un record au moins au niveau européen. Elle est complexe parce que c'est des projets transverses. Cette transversalité et l'impact des process, des outils mis en place ne sont pas toujours bien vus au départ. C'est compliqué parce qu'il y a des résistances au changement qui sont très très fortes en France, et en particulier quand on touche à des fonctionnalités, à des process RH, on touche au quotidien des gens, on touche au quotidien des managers, donc il y a forcément des résistances au changement qui sont très fortes. Donc si on ajoute tous ces facteurs de complexité, on se retrouve avec des projets qui sont difficiles à gérer, et une population en face qui n'a pas forcément la maturité, le recul sur des gros projets structurants de type ERP pour aborder ces projets SIRH avec la maturité, le recul qu'il faudrait. Jonathan, tu avais quoi comme maturité quand on t'a confié le projet? Aucune. Non, mais c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que... Justement, souvent, ça tombe un peu du ciel, non, pour l'équipe RH, un projet SIRH? Ça vient souvent, je pense, de la direction RH ou du DRH, clairement, qui a une vision de ce que le projet SIRH, s'il n'en a pas mené, à mon sens. Après, ça dépend bien sûr des personnalités. Mais... Et pour le coup, on sous-estime grandement la complexité que peut avoir un RH à mener ce type de projet. Et surtout, de la globalité, effectivement, de la transversalité que ça peut impliquer. Et en plus, qui plus est, souvent le budget qui est alloué à ça, c'est un budget RH. Or, on sait que les budgets RH sont souvent les parents pauvres, puisque quelque part, ils n'amènent pas le business. Donc, quelque part, souvent, ça doit être complété un budget IT, et ce n'est pas souvent le cas. Philippe, on n'a pas aussi souvent tendance à avoir des... Je pense au projet paye, on en parlera aussi au projet de gestion des temps. On n'a pas tendance à avoir des équipes RH qui vont vouloir monter des usines à gaz. Moi, j'ai vu des cas où on dépensait des milliers d'euros pour des écarts de 4 centimes. Voilà, on est dans les écueils des projets, oui, ça a été dit, la paye française. La complexité, c'est plutôt le nombre de cas. Je pense qu'il y a des populations qui ont des diversités de manière d'être gérées, mais oui, on a affaire à des solutions sur le marché qui sont faites pour gérer du volume, avec du standard, comme on l'appelle. Et puis, on veut faire rentrer des exceptions dans ce standard. On met dans un gros mot qui est le spécifique. Et puis, on voit des grosses entités qui, finalement, dépensent beaucoup d'argent pour gérer quelques cas. Et ça fait des verrues. Et puis, après, c'est parti. Donc, oui, on a une grosse tendance à ne pas avoir le recul. Ils s'ennuient, les RH, Thierry? Pardon? Ils s'ennuient, les RH, pour monter des usines à gaz? Non, c'est qu'ils ne s'ennuient pas, mais ils ont du mal à distinguer ce qui est cas général, qui doit rentrer dans des process automatisés, documentés, qui vont fonctionner pour 80% de la population, et cas particuliers dont l'automatisation va coûter très cher pour un retour sur investissement très faible. J'ai un client en Espagne qui me disait une fois, moi je considère que sur mes projets RH, avec 20% de l'effort, j'obtiens 80% de l'objectif. Voilà. Et les 20% qui restent, c'est 80% de mon effort et du budget du projet. Et il dit, donc là, il y a forcément des arbitrages. Et en fait, cette difficulté, en plus, je pense que là, il y a un phénomène culturel français, c'est qu'on a une notion très globalisante, on veut tout prendre en compte dans le projet. C'est très difficile d'expliquer à des RH que ça, c'est un cas particulier, qui pourrait très bien être géré à côté du système. On peut quand même faire un petit peu d'Excel dans certains cas. Il n'y a pas de justification économique à le faire dans le SIRH. Et la somme de tous ces cas particuliers aboutit effectivement à des systèmes très complexes. Quand on travaille avec des Anglais, par exemple, sur des projets SIRH, leur première démarche, c'est toujours de simplifier et de faire des efforts pour rentrer dans l'organisation, quitte à tordre cette organisation. Mais ils vont éviter les verrues, ils vont éviter les spécifiques, et tout ce qui est particulier sera traité comme des cas particuliers. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une différence culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile sur les projets SIRH, c'est absorber cette diversité de cas, dont certains ne sont pas toujours stratégiques.
et nuisent à la cohérence de l'ensemble du système. Je pense je suis complètement d'accord, parce que l'effet culturel en France, il est net. On aime en France le système D, se débrouiller. Le processus, la procédure, c'est là pour appuyer, mais c'est pas le point central, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et presque c'est une fierté de contourner certains obstacles, et il faut lutter contre ça culturellement. Donc on aime bricoler autour des processus, on aime adapter le processus au cas particulier, et donc ça fait très mal au projet. T'avais pas l'air d'accord, Jonathan, avec ça. T'avais l'air plus nuancé. Non, en fait, effectivement, je rejoins... Parce que bon, j'ai fait venir un RH. J'imagine qu'il va pas être d'accord avec tout. Bah, heureusement. Non, je rejoins ce qui a été dit, sauf que je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que quelque part, quand on mène un projet SIRH dans une entreprise, c'est qu'on n'a pas de SIRH. Ou alors des bribes, et qu'on on a un peu une idée magique du SIRH, effectivement, qui doit tout regrouper, qui doit solutionner un tas de choses. Mais il y a un vrai sujet aussi, je pense qu'en France, qui est peut-être c'est culturel, c'est qu'on ne modélise pas nos process. C'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise où il n'y a pas de SIRH, ça veut dire que les process ne sont pas forcément... Ils sont pensés, ils sont respectés, mais ils ne sont pas modélisés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation visuelle de ce qu'est le process RH, souvent. Et donc, quand on arrive au moment où on doit travailler avec l'outil qu'on a choisi, ou même en phase d'amont, on n'a pas idée de comment le process doit se dérouler. Et en plus, comme on ne connaît pas l'outil qu'on va choisir au moment où on réfléchit à ces process, on fait des process qui ne tirent pas la puissance de l'outil. Au lieu de faire des process en fonction de l'outil qu'on choisit, en adaptant un peu ce qu'on a modélisé, on va essayer d'adapter l'outil à ce que nous, on a comme process. Et ça, à peu près dans 90% des cas. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une volonté de tordre, hein. C'est juste une absence de préparation et surtout une absence d'anticipation de la modélisation d'un process RH, tout simplement parce que... Une absence de connaissance des produits. Mais bien sûr, les RH, on ne leur a pas appris à modéliser. C'est IT, en fait, de modéliser, ou c'est gestion de projet. C'est pas RH. Quand on va en école RH, on nous apprend le droit du travail, on nous apprend ci, on nous apprend ça, mais on nous apprend pas. Ok, on prend une feuille et on va faire des logigrammes pour dire c'est quoi votre process de A à B, même A à Z, en fait. On est dans une logique de lui, il fait ça, lui, il fait ça, mais on l'écrit jamais. Moi, je suis d'accord, ça va même plus loin, parce que quand on prend un projet SIRH par le bout de l'outil, le but, c'est de faire tourner des processus RH. Et on voit très bien que d'un point de vue cahier des charges ou amont, faut refondre un process, il manque un référentiel de compétences, ou il faut de la convergence fonctionnelle parce qu'on veut réunir plusieurs divisions qui ont des règles toutes différentes. Et quand on s'attaque à ça au moment de démarrer du projet, on se retrouve à faire des ateliers fonctionnels. Il y a assez de projets. Et il y a beaucoup de projets qui se sont plantés, ou 3/4 des projets qui se sont plantés, le début de l'enlisement, il est là. Donc, on n'a pas préparé, on n'a pas compris qu'il y avait un projet métier derrière le projet SIRH. C'est l'exemple type, le référentiel de compétences. Mais le référentiel tout court, c'est quelque chose qui est un peu surprenant sur les projets SIRH comparé à des projets industriels. Dans l'industrie, il y a des procédures, il y a des normes ISO. On est ISO 22000, on est ISO 9000. Donc, quelque part, on est obligé de documenter. Documenter, de décrire les process. On va être audité, on doit être obligé de démontrer que ça a été documenté. Cette démarche, elle est beaucoup plus rare dans la fonction RH. Elle commence. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on commence les projets, on tombe régulièrement sur ce problème de documentation, de référentiel, où il faut tout recréer au cours de réunions, en fait. L'exemple du livre blanc, c'est typique. C'est pas outil, c'est métier, et des fois, ça plante un projet de paye. Bon, GTA, on voit de plus en plus de livres blancs de GTA, parce que... Il y a un autre truc aussi, c'est que, je tape sur la fonction, je suis désolé, mais les RH sont des mauvais élèves, dans le sens où ils sont en retard. C'est-à-dire que quand on fait un projet avec l'IT ou des gens qui sont habitués à la gestion de projet, ils ont un timing dans leur tête. Et ils respectent les streams, ils respectent les sprints, ou ils respectent la méthodologie. Les RH, c'est jamais une équipe dédiée à ça. C'est souvent une équipe qui, à côté, a son métier. Donc, il va y avoir une urgence paye, il va y avoir une urgence... une urgence recrutement. Et donc, la réunion qui était prévue, de 3 heures, elle passe à 1 heure. Et puis après, on n'a pas tout le monde autour de la table. Et il y a une rigueur RH à avoir sur ce type de projet, limite enfantine, quoi. Comme quand on va à l'école, on n'a pas le droit de ne pas être là parce que c'est des décisions qui sont stratégiques. Et il faut dédier, à mon sens, une équipe à ça.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un à côté. C'est pas, parce que souvent on se dit c'est 25% du métier et puis bon, il est à 85% sur le projet. En vrai, c'est 100% métier puis 100% projet en plus, souvent. Donc à la fin, on a des équipes qui sont éreintées, voire parfois qui abandonnent. Moi, j'en ai eu plein qui sont partis en cours de route. Donc vraiment, il faut des ressources dédiées. Question d'argent. Ouais, question d'argent et puis question, encore une fois, de sous-estimation. Enfin, moi, je pense vraiment que on a l'impression qu'on peut souvent tout faire alors que c'est pas le Il y a cas. souvent une question de budget. Moi, quand je faisais de la MOA dans une autre vie et qu'on me disait, bah voilà, on va déployer telle ou telle solution avec la paye, la GTA, et qu'en face, on me disait, comment vous pouvez nous accompagner, ou toi, Philippe. Des fois, on arrive avec des propals en disant, bah voilà, c'est, je sais pas, c'est 150 jours hommes, par exemple. Et là, souvent, on va nous dire, mais vous vous rendez compte, vous savez combien on paye le système déjà? Enfin, j'imagine que tu l'as déjà eu, cet argument. C'est une question de budget et que le RH comprenne que c'est un projet, effectivement, c'est un métier à part entière qui demande du temps homme. Ça a beaucoup évolué quand même, je suis d'accord avec ce que tu dis. On n'est pas encore rendu effectivement à une acceptation complète de ça. Si on revient 20 ans en arrière, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, les directions ont compris que les projets RH sont compliqués, qu'ils sont stratégiques. Donc quand on voit les budgets qui sont consacrés aujourd'hui, quand on se projette 20 ans en arrière, c'était pas du tout la même chose. Donc il y a quand même eu une très très forte évolution. Ce qui montre que les directions générales ont compris quand même les enjeux de ce type de projet. Après, qu'on soit arrivé jusqu'au nécessaire pour les faire correctement, peut-être pas, mais il y a quand même eu une sacrée évolution. C'est le parent pauvre, on l'a dit. Donc souvent les budgets, on va dire, pré-cadrés, ne tiennent pas compte des effets conduits du changement ou assistance maîtrise d'ouvrage qui débordent sur des autres problématiques qui sont nécessaires. Donc on a toujours le sentiment de dépasser des budgets alors que non. Il y a les éditeurs aussi qui arrivent dans certains volets fonctionnels, l'externalisation de la paye par exemple. Et je veux citer personne parce que c'est normal, on vend l'externalisation et on dit vous n'avez rien à faire. Et on transforme ça en projet de paramétrage. Et là, on se heurte à des problèmes de référentiel et on ne maîtrise pas sa paye. Et on n'a pas de budget pour accompagner au changement les équipes paye qui vont s'adapter à l'outil, parce qu'il faut faire rentrer dans l'outil. Et puis, l'éditeur vend quelque chose sans budget à moi. Et après, on a l'impression de rajouter du budget alors qu'il aurait dû être là. Donc, c'est ça. Je vois très bien de qui tu parles. Non, mais tous ceux qui vendent l'externalisation. J'ai des noms qui me viennent en tête en particulier. Tous. Parce que c'est le jeu. On vend un prix au bulletin. Donc on baisse le prix. Mais les clients sont friands. Les DAF s'en mêlent, le DSI, et on veut acheter pas cher. C'est vrai. Donc c'est ce que je disais, c'est quand même en grande partie une question de budget. Un projet SIRH. Les dérives sont aussi en grande partie liées à ça. Et je ne cherche pas à être politiquement correct par rapport aux éditeurs. Moi, je pense que c'est toute une manière de réfléchir autour du coût bulletin qui est à revoir. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a aussi que les éditeurs sont très bons, en général, commercialement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont dans des environnements de démonstration hyper léchés, hyper jolis. Et donc, forcément, quand on est en phase d'appel d'offres, on voit les démonstrations des éditeurs et tout de suite, ça fait briller les yeux. Et que les RH arrivent à se dire attention, prenons du recul par rapport à ça et allons beaucoup plus dans le dur, dans l'outil en lui-même, sans rester sur la base de démonstration, c'est déjà beaucoup plus rare. C'est pas votre métier, c'est plus compliqué pour un RH de savoir s'il est en train de se faire berner, entre guillemets, via une démo un peu jolie, bidon, avec des fonctionnalités qui des fois même n'existent pas encore, que d'aller voir Philippe par exemple chez Acton, qui lui connaît le marché et qui va dire attention, non, ça marche pas comme ça, là il y a tel écueil, attention, vous avez tel outil en interne, donc il faudra construire tel type d'interface et ça va pas le faire. Donc d'avoir des gens qui maîtrisent le marché. Oui, et pour renforcer ce qui vient d'être dit, tout le focus qui est mis depuis quelques années sur l'UX, sur l'expérience utilisateur, sur le design des solutions, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont démontré, de Marquez notamment, que le choix d'une solution SIRH aujourd'hui, elle est avant tout portée par l'UX. Voilà. Donc c'est bien de faire attention à l'expérience utilisateur, parce que derrière, il y a l'expérience collaborateur, donc on veut qu'il soit confortable, qu'il ait une belle application qui fonctionne, etc.
Le problème de ça, c'est que ça peut faire oublier tout le reste. C'est-à-dire que si on se focalise sur la vitrine, on peut avoir tendance à oublier l'arrière-boutique. Et l'arrière-boutique, c'est toute la puissance de l'outil qui va pouvoir traiter le cas du client. C'est vrai que tu as autant de startups. C'est pour ça qu'il y a autant de startups et que 2-3 ans après, on découvre que oui, c'était très joli, mais que dès qu'on avait un petit peu de complexité, un petit peu de personnalisation, ça ne fonctionnait plus. Alors, Philippe, comment il a évolué ce marché SIRH depuis 15-20 ans? C'est quoi les grandes révolutions? Il y a 20 ans, dans les années 2000, on arrivait à l'âge du portail déjà. On sortait des socles Lego. Et après, on a vu émerger la gestion des talents qui n'existait pas ou qui était gérée de côté avec tout après l'émergence des best of breed. Qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu arriver le marché du SaaS et des myriades de solutions. Les éditeurs standards, généralistes ont cherché à développer des solutions qui n'étaient pas forcément leur cœur de métier. Et puis il y a eu le rôle de la data aussi qui s'est connu, hein. Le rôle de la data, on cherche à l'exploiter, on ne sait pas trop comment. Et aujourd'hui on en est à deux charnières. On comprend que l'aspect culturel doit être absolument accompagné de la transformation digitale. On parle d'expérience collaborateur, de l'interface UX. Donc on ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'on peut en oublier le fond en choisissant des choses qui répondent bien à l'expérience utilisateur, c'est vrai. Et d'un point de vue technologique, on voit qu'on est arrivé à une nouvelle ère où les éditeurs ils verrouillent un petit peu les fonctionnalités, il faut attendre. On est dans une période agile où l'offre technologique, en tout cas ce qui existe sur le marché en offre technologique, la data science, les nouvelles technologies, le développement agile, spécifique, mais professionnel, revient sur le marché. Il commence à avoir des réponses de développement spécifique en alternative. Et puis l'interfaçage. Constituer des systèmes d'information RH avec plusieurs briques. Et il faut arrêter de rêver qu'on pense qu'il y a un éditeur qui va tout faire. Aujourd'hui, ça va tellement vite et il y a tellement de spécificités que c'est impossible. Donc on arrive à une ère d'urbanisation, de choix et avec des problèmes d'interfaçage et de maîtrise de la donnée qui sont colossaux. C'est ça, je crois que c'est à peu près 80% des DRH interrogés qui disaient « Mon monde idéal, ça sera un fournisseur unique pour la gestion administrative, la paye, la gestion des temps, la gestion des talents, la BI. » Voilà. La réalité, c'est que cette offre n'existe pas aujourd'hui et que c'est souvent un assemblage de composants de différentes origines qu'il faut effectivement connecter. Et cette partie connexion dans les projets, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle prend un poids de plus en plus important dans les projets. On pourrait même dire que sur certains projets aujourd'hui, on doit être entre 30 et 50% de la charge des projets uniquement pour la partie connexion, communication. Et que c'est toujours une partie très sensible. Mais ça devient nécessaire. Donc, ça, c'est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, on est exactement dans cette phase-là, dans les maturités de projet, je pense. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que dans ce marché SIRH, il y a tellement de choses, tellement de modules, de possibilités. Est-ce que les RH n'ont pas tendance à acheter plus que ce qu'ils vont utiliser finalement? Parce que moi, j'ai vu des projets signés avec GTA, Pay, Talent, Compenband, LMS, etc. Et au final, 5 ans après, chez cette entreprise, seule chose qui est utilisée, c'est Pay, GTA, entretien annuel. Et tout le reste, c'est payé dans le run. Et on te dit que le SIRH coûte très cher, mais en fait, on n'en utilise que 60% de ses capacités. Est-ce que les RH, finalement, se font pas aussi piéger justement dans ces jeux commerciaux à acheter tout et n'importe quoi, quitte même à ne pas utiliser? Est-ce que toi, t'as vécu ça ou... Ouais, mais je pense qu'il faut mettre une petite nuance dans ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à se baser, et c'est très important, sur l'utilisateur final. C'est-à-dire que l'utilisateur final, effectivement, il va utiliser un côté, je m'inscris en formation, un côté, je consulte mon bulletin de paye, un côté, je passe mon entretien annuel d'évaluation. Mais sauf que pour que ça puisse fonctionner, il faut que le SIRH global et le corps RH et tout le reste soient correctement installés, et surtout qu'il y ait des experts, des utilisateurs experts qui, eux, renseignent tous les modules présents à l'intérieur. Donc effectivement, on a à peu près,
je sais pas moi, sur une société, admettons, on va avoir 90% des utilisateurs qui vont être des utilisateurs finaux qui vont l'utiliser de manière très partielle, mais on a quand même la nécessité d'avoir ces, on va dire 10% d'utilisateurs experts qui contractent quand même avec l'ensemble du module. Sinon, ça ne fonctionne pas pour ces utilisateurs finaux. Je sais pas si c'est très clair, mais on est quand même dans une logique aujourd'hui où on ne peut pas se séparer de certaines fonctionnalités juste pour les avoir pour les utilisateurs finaux si on ne les a pas avant au global pour les experts. Est-ce qu'on n'est pas dans une ère justement où on a, et je vois des entreprises le faire, intérêt à simplifier les modes de fonctionnement? Je vais prendre un exemple. Les LMS aujourd'hui sur le marché, ils sont tous, on va pas me faire des copains, mais vieillissants. Et il y a beaucoup d'entreprises où les collaborateurs ne les utilisent même plus. Ce qui fait qu'on a un pourcentage, un taux d'engagement de ces solutions qui est sur le déclin. Donc il y a des boîtes qui se sont dit, je pense à Picard par exemple, qui s'est dit j'arrête ces trucs-là, j'ai plus aucun engagement en magasin, personne ne se connecte au LMS, c'est trop vieux, l'UX elle est d'une autre époque, donc je vais chercher d'autres solutions, plus natives, plus sur téléphone, des trucs qui sont plus actuels. Et j'ai pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités que j'avais avant, d'ailleurs je les utilisais pas. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette logique aujourd'hui de simplifier ? Oui, mais on peut simplifier l'utilisation, mais il ne reste pas moins que le besoin, il est très large. Et que donc, ce que tu disais, c'est oui, certainement, on achète trop de modules, on met en place trop de modules, c'est trop ambitieux, etc. Mais ça répond quand même à un besoin à la base. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens pour mettre en place tous ces modules pour répondre à ces besoins. Je ne suis pas sûr que le fait de passer à une autre application plus moderne, plus intuitive, va résoudre le problème. Est-ce qu'on aura plus la ressource pour accompagner l'utilisateur, diffuser l'accompagnement au changement avec une application plus agile? C'est pas sûr. Le besoin existe à la base, donc les DRH essayent de trouver une réponse à ces besoins, donc ça passe par des modules, et tu as raison, au final, ça peut faire une liste impressionnante de modules pour répondre à tous les besoins. Et on en revient à la question des moyens, c'est est-ce qu'on a les moyens de traiter tous ces modules en même temps, et même en décalé. Et puis c'est l'arbre qui cache la forêt. 9 fois sur 10, l'outil convient à peu près, c'est ce qu'on veut en faire, ou c'est l'ambition qu'il y a autour, ou c'est les utilisateurs, on ne les a pas préparés. Moi, j'aime bien le golf, et quand je rate un coup, je dis que c'est la faute du club. Hein. C'est pareil, tu parlais d'acheter des choses qu'on ne veut pas acheter, je pense que picorer dans l'offre technologique, je trouve que c'est bien de chercher à innover, on se plante. Mais on parle de rater le coche et de choisir des outils et d'engager des coûts et puis de finalement se dire mince, pour être poli. C'est un monde d'argent aussi et il y a énormément de lobbying, soit dans les directions générales et je ne vais pas citer les projets, on n'est pas là pour ça, mais on connaît tous des grands projets qui se sont plantés monumentalement parce que on n'a pas racheté la solution. Et que c'est quand même très politique un projet SIRH. C'est très politique. On peut avoir deux méga entités qui vont fusionner, puis on va imposer sa solution alors qu'on sait très bien que ça ne va pas. Il y a la mode aussi. On peut prendre des produits américains qui brillent ou en GTA des produits étrangers qui ne comprennent pas les produits de la France et qui pensent que c'est facile. La mode. Les phénomènes de mode. Je voudrais réagir là-dessus parce que je viens d'avoir le cas il n'y a pas très longtemps. Donc un DSI d'une boîte de 2000 personnes qui n'a pas une très grosse complexité SIRH et qui m'expliquait qu'ils avaient pris un très grand nom en gestion des talents. Et je lui dis, mais est-ce que ça répond fondamentalement à un besoin ? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire aussi bien avec quelque chose de plus modeste ? Et qui m'a expliqué en fait qu'ils avaient acheté la marque de cet éditeur comme moyen de marque employeur. C'est-à-dire de pouvoir dire aux collaborateurs, venez chez nous, vous voyez l'importance qu'on attache à nos salariés parce qu'on a acheté cette solution. Donc acheter une solution surdimensionnée pour des questions d'image. Ça revenait à ça en fait. Ouais, puis il y a un autre sujet, c'est que fondamentalement, il faut s'y connaître. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui... J'allais faire une blague, j'allais dire c'est comme si Franprix s'équipait avec Workday, mais je ne vais pas la faire. Je disais qu'au sein des RH, il faut quelqu'un qui s'y connaisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des éditeurs qui sont des références. Peu importe, Workday, SAP, ADP, enfin bref, peu importe, Oracle. Mais
en vrai, tous les outils qui gravitent autour de ça et qu'on dit on pourrait peut-être prendre un plus petit, on pourrait peut-être prendre une solution innovante ou autre chose, en fait, il faut le savoir. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais il doit y avoir, je dirais comme ça, à la louche 3000 startups dans la HRTech. Qui les connaît toutes en fait? Qui sait qu'un tel fait ça, ou un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça? Donc en fait, il faut être un véritable expert pour se dire non mais attends, prends pas ça parce que cette startup là, elle vient de sortir le truc et ça marche exactement pareil et ça adresse cette petite partie là. Donc en fait, on fait comme quand on va dans un pays qu'on connaît pas, on va à l'office du tourisme et on va aller vérifier quels sont les gros monuments à visiter. Et on va pas aller voir les petites rues, les trucs à côté parce qu'on n'a pas le temps et parce que surtout on ne s'y connaît pas. Donc et puis c'est peut-être pas sécure, c'est ce que disait Thierry. Exactement. C'est plus sécure d'aller acheter une marque connue, reconnue, que d'aller voir la start-up qui vient de se lancer avec des risques potentiels de pérennité de la solution, etc. C'est une question de risque. Il y a des fois, on prend le numéro 1 ou un des meilleurs, parce que si on se plante avec le numéro 1, on aura ici le numéro 1. Donc ça fait partie des critères des deux choix. Alors comment on rate pas le coche d'un projet SIRH maintenant qu'on a expliqué que c'était compliqué, que ça faisait peur, que c'était pas facile de trouver, que c'était quand même beaucoup d'argent et que finalement on n'avait pas le droit à l'erreur malgré tout? C'est quoi les recommandations? La première chose à faire, c'est d'identifier le besoin réel que l'on peut traiter et la capacité qu'on a à traiter à ce besoin, c'est-à-dire quels moyens on veut mettre en place pour aujourd'hui répondre à ces besoins-là. Parce que ça aussi, on aurait pu en parler, mais les objectifs un petit peu ambitieux qu'on n'aura pas les moyens sur le plan humain de traiter en interne, c'est quand même quelque chose aussi d'assez courant. Donc je dirais que tout d'abord, c'est d'identifier les objectifs, les moyens qu'il faut mettre en place par rapport à ces objectifs. Très souvent de se faire aider, comme l'a dit Philippe au début. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à travailler tout seul et à se dire on va lancer une consultation. Faire appel à des sociétés dont c'est le métier en amont, ça aide quand même, on l'a constaté, à bien cadrer le sujet et à réduire l'incertitude au moment de la consultation. Et puis après, c'est un petit peu tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire les budgets à la hauteur de ce qui a été décidé, les ressources humaines en disponibilité et en qualité par rapport à la charge qui a été estimée, et la prise en compte de cette complexité qu'il y aura au moment du déploiement. L'assistance au changement, l'accompagnement du changement, c'est que c'est quelque chose de très important. Donc c'est toute cette réflexion, à mon avis, en amont, pour structurer le projet, essayer d'en avoir la vision la plus large possible. Et ça ne met pas forcément à l'abri de difficultés. Ça les réduit, ça réduit le risque. Jonathan, maintenant que tu as éprouvé un premier projet SIRH, si demain tu avais un nouveau projet à mener, qu'est-ce que tu ferais différemment? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai le cas aujourd'hui, puisque de toute façon, je dois mener effectivement un projet SIRH là où je suis aujourd'hui chez Synergie. Mais je pense que le premier réflexe, déjà, c'est de prendre son temps quand même. Tu veux nous en parler? Parce que comme ça fera une pub, tu auras tous les éditeurs qui vont... Pas forcément du coup, parce que pour le coup, il y a quand même un joli écosystème qui a été mis en place. Et à la différence de tout changer pour mettre un nouveau SIRH, il y a peut-être aussi une logique à... on en a parlé un peu sur l'interaction, mais c'est faire un audit de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ma première étape, je pense, c'est de faire un audit de l'urbanisation. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et comment ça peut fonctionner déjà ce qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque. C'est de partir de l'existant pour se dire qu'est-ce qui nous manque et où est-ce qu'on veut aller. Mais surtout en le faisant, en prenant son temps. Ensuite, si possible, quand je dis s'équiper, c'est-à-dire de prendre des ressources qui ont déjà fait ça. Et un projet SIRH, c'est pas comme un projet IT, c'est pas comme un projet Strat. Faut vraiment des gens qui ont déjà fait du SIRH pour se rendre compte à quel point c'est difficile. Donc voilà, s'équiper en ressources, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, je pense qu'il faut se challenger. C'est-à-dire, on va faire des démonstrations avec des éditeurs. Moi, j'ai eu la discussion encore l'autre jour. Il ne faut pas prendre 2 heures, 3 heures pour choisir un éditeur. Il faut prendre 3 jours, 4 jours pour aller vraiment vérifier la solution. Se dire, leur donner des cas concrets, des cas qui correspondent à notre environnement et de se dire comment on fonctionne avec ça. Vraiment des jeux d'essai, ce qu'on appelle des jeux d'essai. Je pense que ça, c'est primordial. Et aussi, se documenter, faire de la veille pour savoir ce qui existe en alternative autour et pas se laisser appeler par les lumières de la solidité, la célébrité ou la sécurité. Ou les beaux yeux d'un commerciaux qui te raconte
Voilà. que sa solution est la meilleure. Philippe, comment on rate pas le coche d'un projet SIRH? Moi, je vais essayer de ne pas paraphraser ce qui a été dit. Il y a les fondamentaux, la culture projet. Ce qui n'a pas été évoqué peut-être, c'est de prendre pas ça comme un projet outil. Je l'ai dit, je le redis, c'est toujours couplé à des finalités, des enjeux métiers RH ou organisationnels. Et si on ne couple pas les deux, c'est sûr, on se plante. Et quand bien même on arrive à un projet outil parce qu'il est obsolète, si on en arrive là, c'est qu'on a déjà raté un coche. Et puis souvent, ce qui manque, c'est faut absolument avoir un sponsor au COMEX. Et si on n'embarque pas, même les utilisateurs, il y a des baronnies partout. Faut vraiment penser à la conduite du changement. C'est des revers qui sont hyper classiques. Voilà. Et si je peux reprendre 15 secondes la casquette d'éditeur, nous, ce que l'on constate dans les cahiers des charges que l'on reçoit, qui sont améliorés là aussi au fil des années, on voit que c'est quand même mieux fait que... Et souvent, il y a des sociétés d'AMOA qui interviennent en amont pour aider les clients, et on le voit. Ce qu'on voit, hein, pour paraphraser un certain conférencier américain, le quoi, c'est-à-dire ce que l'on veut, est souvent très bien décrit. Le comment, c'est-à-dire comment on va le faire, pas mal décrit. Le pourquoi manque souvent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et effectivement, l'absence de ce pourquoi, l'absence de documentation de ce pourquoi, fait que certains projets se transforment en projets d'outils, alors qu'au départ, c'est bien une démarche stratégique RH. Et nous, éditeurs, cette démarche, cet objectif RH, on ne le comprend pas toujours. Et c'est la cause de malentendus très importants. Donc voilà, s'il y a un message à passer, c'est travailler le pourquoi. Pourquoi on va faire ce projet SIRH, c'est quelque chose d'essentiel. Je peux rajouter une autre question? Moi, je dirais le pour qui aussi. Enfin, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à créer des groupes projets, des groupes d'experts, des groupes de sponsors. Mais les utilisateurs finaux sont rarement dans le projet. Enfin, moi, j'ai le vrai client. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mené des projets où quand je disais il faut mettre l'employé libre-service, hein, disons-le, celui qui va utiliser à la fin l'outil, on me disait non, c'est trop tôt, il peut prendre peur, il ne va pas savoir élaborer la chose. En fait, faux. Enfin, aujourd'hui, quand on développe une application, on demande à ses utilisateurs comment vous voulez que l'application elle soit. C'est la démarche classique. Donc, il ne faut pas prendre que les experts, ni que les IT, ni que ceux qui vont travailler tout le temps dedans. Il faut prendre ceux qui vont l'utiliser. L'utiliser à la fin. Merci Jonathan, merci Thierry, merci Philippe. Merci Christophe.